Ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art. Ce n'est pas un guide. Ce sont des confidences. Des mots laissés sur un banc de musée par un homme un peu à côté qui regarde les tableaux comme on regarde des souvenirs. Bienvenue dans Confidences muséales, un podcast de Fabrice Roy. Des récits sensibles, un peu de travers, où chaque mot cherche la lumière. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Alors, laissez vos paupières tranquilles, et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je descendais du métro à République un matin gris, quand je suis tombé nez à nez avec une affiche collée de travers qui vantait une marque de tissu. Elle était illustrée par un tableau d'Auguste Renoir, Madame Charpentier et ses enfants. J'ai sorti mon portable. Une photo un peu floue, reflet du néon au milieu, mais ça suffit. L'image a tenu dans ma poche tout le trajet et depuis, elle me trotte dans la tête. C'est drôle. Les tableaux, parfois, viennent à vous par accident, comme un vieux copain qui vous croise à la boulangerie et qui vous dit bonjour sans prévenir. Madame Georges Charpentier et ses enfants. Le tableau est à New York, au Metropolitan Museum of Art. Rien que le titre est une carte de visite. On y lit déjà la bourgeoisie, le confort, les politesses. Et pourtant, ce tableau, ça n'est pas qu'une mise en scène sociale, c'est une chambre d'échos intimes. Madame Charpentier s'appelle Marguerite Louise Lemonnier, mais Renoir a choisi de la présenter par son statut d'épouse. C'était l'époque. On appartenait autant à un mari qu'à un monde. Elle est assise sur ce canapé comme sur un trône d'appartement, dans une robe noire qui a l'air de peser plus lourd que mes remords. La dentelle s'enroule autour d'elle comme pour dire « Oui, je suis digne, oui, je suis riche, mais je reste douce avec mes enfants. » Et ces enfants, justement, en robe bleue, identique, cheveux bouclés, presque comme deux petites fées de salon. À leurs pieds, ce chien énorme qui a l'air de se demander pourquoi diantre il a été convoqué dans l'histoire de l'art. Je pourrais passer des heures rien qu'à regarder les matières. Le noir profond qui avale la lumière, le bleu clair des robes qui la renvoie, les fleurs éclatantes sur la table qui semblent dire « Nous aussi, nous faisons partie du portrait ». Renoir avait l'œil tendre, il savait que dans une pièce rien n'est décor, tout est présence. Même le bouquet a une âme, même la chaise vide est un personnage en attente. Il y a aussi ce détail qui m'amuse. Les enfants portent la même robe, ce qui aujourd'hui ferait lever les sourcils. Mais à l'époque, les garçons étaient en jupe jusqu'à 6 ans. Alors, voilà le petit Paul, l'air grave, les genoux serrés, comme s'il savait qu'un jour on lui dirait « Mon garçon, c'est le grand jour, tu mets un pantalon et tu te tiens droit. » Et sa sœur, Georgette, plus espiègle, presque prête à bondir du divan pour aller tirer la moustache du peintre. Je me suis souvenu alors de ce que j'avais lu. Marguerite et Georges Charpentier étaient des figures du Paris littéraire. Lui, éditeur intrépide, avait publié Zola, Maupassant, Flaubert, les frères Goncourt. Et elle, Marguerite, recevait tout ce petit monde dans son salon. Pas un salon ennuyeux comme ceux où l'on parle de pluie et de dotation. Non. Un salon où les idées crépitaient, où l'on parlait politique, littérature, art et parfois jusqu'à s'étrangler dans les cigares. J'imagine la scène. Flaubert qui maugrait sur un canapé, Zola qui défend l'Assommoir en tapant du poing, Maupassant qui se fend la poire dans un coin et Renoir discret qui observe. Peut-être qu'il prenait des notes mentales. Bon, peindre cela, éviter les autres. Pendant ce temps, Madame Charpentier, dans sa robe sombre, distribue les sourires et maintient le cap de la conversation comme une capitaine de salon. Renoir, en 1878, cherchait à gagner sa vie sans perdre son âme. Il venait de passer par les expositions impressionnistes, il aimait peindre la lumière sur les feuillages, les robes qui dansent au soleil. Mais il savait aussi que la reconnaissance passe par les salons officiels, par les portraits mondains. Et voilà, Madame Charpentier lui offre une porte ouverte, une commande de prestige, un tableau qui, au salon de 1879, fit de lui un portraitiste en vue. Une toile qu'il installe à la frontière délicate entre bohème et bourgeoisie. Mais ce qui me touche ici, ce n'est pas seulement la gloire sociale, c'est ce que j'imagine derrière la pose. Madame Charpentier, obligée de rester immobile sous l'œil de Renoir, se retenant peut-être de soupirer. Les enfants qu'il faut calmer, le chien qu'il faut empêcher de baver sur les dentelles,
et Renoir avec sa patience nerveuse, cherchant la lumière qui ne dure pas, les ombres qui bougent trop vite. Derrière l'harmonie, il y a forcément eu de l'agacement, des rires étouffés, un peu de fatigue aussi. C'est ça que je guette, le tremblement humain sous la surface. Et puis il y a ce mélange de tendresse et de mise en scène. Les enfants semblent confiants, mais aussi un peu captifs, comme s'ils savaient que ce tableau allait les enfermer dans une éternité de salon. Ils ne grandiront jamais ici. Toujours en robe bleue, toujours près de maman. Je trouve ça bouleversant. Peindre l'enfance, c'est la figer dans un cadre qui ne vieillit pas. Moi, j'ai des photos de Lucie à 7 ans. Sourire troué, couette de travers. Quand je les regarde, j'entends encore ses éclats de rire, mais je sais qu'elle a grandi. Ici, Georgette et Paul restent pour toujours sur le divan, prisonniers d'un instant heureux. C'est beau, mais c'est cruel. Le chien, lui, semble comprendre tout cela. Il refuse le jeu, il dort, c'est le seul qui échappe au protocole. Je l'adore ce Kleps, je crois qu'il est mon préféré dans toute la scène. Avec sa tête lourde posée sur le tapis, il semble dire « Continuez vos mondanités, moi j'attends mon os ». Il est l'antidote à la vanité du portrait. Ce chien n'a pas besoin de poser. Sa simple présence suffit à mettre du vrai dans le décor. Comme Pissarro, mon chien, à moi. Quand il se roule dans la poussière pendant que j'essaye de lui expliquer Cézanne. Lui aussi, il refuse de poser pour la postérité. Il vit, il dort, il mange. Renoir aurait adoré Pissarro. Ce tableau me fait aussi penser à Emma, ma femme. Pas pour la robe noire, elle en portait rarement, mais pour la façon dont elle tenait Lucie sur ses genoux quand elle était petite. Il y avait cette gravité tendre, ce mélange de force et de douceur. Je la revois, assise dans la cuisine, un torchon sur l'épaule, Lucie endormie contre elle. Ce n'était pas un salon bourgeois, ce n'était pas Renoir, mais c'était mon petit chef-d'œuvre à moi. Ce qui est beau avec Renoir, c'est qu'il réussit à faire briller tout ça sans le dire. Les gestes, la tendresse, la mise en scène, la mondanité, tout est là, entremêlé, comme dans nos vies, l'intime, le social, le vrai, le décoratif. Et dire que moi, je n'ai découvert tout ça que sur une affiche froissée du métro, comme quoi il suffit parfois de lever les yeux entre deux stations pour tomber sur un salon entier, peuplé d'écrivains disparus, d'enfants en robe bleue et d'un chien qui dort encore. Carnet de la cuisine, mots de Lucie à l'encre bleue, mercredi 17h50. Papa, j'ai vu ta photo du métro. On dirait que Madame Charpentier sort d'un brouillard. Tu dis que son salon était rempli de grands écrivains? Moi, je crois qu'il venait surtout pour caresser le gros chien. Lucie. Post-scriptum. Si tu m'installes un jour dans un salon littéraire, promets-moi qu'il y aura au moins des gâteaux. Sinon, je dors par terre avec le chien, moi aussi. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Musique composée par Gabriel Fauré. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.